Bon. Alors, vu le temps qui s'est écoulé entre le cours 0 et ce premier cours, le cours 0 était un cours d'introduction, j'imagine que vous avez absolument tout oublié de ce que je vous ai raconté dans ce cours 0. En tout cas, c'est mon cas. Je ne me souviens pas très bien de ce que je vous ai raconté. Ce que je vous avais annoncé, c'est que je démarrerai aujourd'hui tout doucement par ce sujet d'intérêt intrinsèque qui est de comprendre petit à petit le comportement quand le nombre de variables tend vers l'infini de fonctions de n variables, et je rajouterai l'adjectif crucial symétrique et j'expliquerai pourquoi c'est absolument crucial. Pour ce faire, j'aurai besoin de deux notions, de la notion de symétrie que tout le monde connaît, une fonction symétrique de n variables, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on aura besoin aussi d'introduire une notion plus sophistiquée qui est très naturelle dans le contexte de ce que nous appelons, avec Jean-Michel Lasserie, qui me fait le plaisir de venir suivre le cours, de ce que nous appelons les jeux à champ moyen, les Minfield Games. À savoir la notion d'avoir des fonctions qui dépendent peu de variables individuelles ou d'un nombre fini de variables. Ce faisant, je ne m'interdirai pas de regarder des fonctions qui dépendent durement de chacune des variables pour qu'on comprenne bien la différence et d'ailleurs les caractéristiques communes dans certaines situations. La géométrie des configurations des points aura beaucoup plus d'importance si ça dépend durement de chacune des variables, ce qui est évidemment très naturel. Donc, ça c'est le contexte, c'est où je vais, je l'ai expliqué lors du premier cours, c'est ce dont je crois me souvenir. Et je vais donc démarrer brutalement aujourd'hui en vous parlant de distance et qu'est-ce qu'on fait avec ces distances et ensuite comment on va aborder, aujourd'hui on verra quand même le théorème essentiel de convergence essentielle mais totalement élémentaire de description quand n tend vers l'infini de fonctions continues de n variables. Alors donc le premier point c'est des distances inhabituelles sur Rn avec Rn grand. Alors, dans quel cadre je vais me placer? Pour éviter toutes sortes de problèmes de fuite, de perte de masse pour des densités de probabilité à l'infini, je vais être amené à toujours travailler sur un compact. Donc, fondamentalement, je vais travailler sur un compact de Rd que je vais noter grand Q, parce que je pense aussi, souvent quand on aura des EDP, un compact, c'est la situation simple, c'est le tore, c'est-à-dire le cube de périodicité, toutes les fonctions étant supposées périodiques. La chose fondamentale là-dedans, c'est que c'est un compact. C'est un compact inclus dans Rd. Pour fixer les idées, en fait, le fait que ça soit inclus dans Rd ne joue aucun rôle. C'est un espace métrique compact. Donc, en fait, espace métrique compact, quand je parlerai de réitération, espace métrique, ce sera utile de se rappeler de ça, espace métrique compact muni d'une distance. Bon, là, j'ai muni Rd de la distance euclidienne, et je vais travailler sur Q puissance n. Et grand N est destiné à devenir grand. Alors, bien entendu, on a toutes les distances possibles et imaginables, sur Q puissance n que l'on hérite de la distance initiale sur Rd. Alors, à savoir la distance euclidienne par exemple, ou la distance d si on était dans un cadre abstrait. Alors, bien entendu, là, celle que l'on préfère en général, et je vais essayer de les conserver ici, celle que l'on préfère en général, c'est la distance associée à la norme euclidienne, c'est-à-dire la somme des xi moins yi au carré. Donc vous prenez la distance de base, vous l'élevez au carré, vous sommez, et vous regardez cet objet. Bien. OK. C'est pour que ce soit une distance, il n'est pas plus mal de mettre un 1,5. Bon, là-dedans, pour l'instant, grand N est fixé. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais normaliser mes sommes. Toutes mes sommes, je les normalise. C'est pas très choquant a priori, ça ne change rien du point de vue de la distance. OK, de manière
plus général. Vous avez toutes les distances, somme de i égale 1 à n de xi moins yi à la puissance p, toujours normalisé. Donc p variant entre 1 et l'infini. Vous avez bien entendu toute la norme L1, somme de i égale 1 à n de xi moins yi. On somme toutes les distances dans chacune des copies de Q. Et puis, vous avez tout au bout de cette chaîne, qui est d'ailleurs une chaîne croissante de distance grâce à la normalisation par 1 sur n, c'est les inégalités de Hölder. Donc tout ceci croît, enfin ça dépend si P est plus grand que 2, de la manière dont j'ai positionné les choses, et tout ceci croît jusqu'à finalement quelque chose où il n'y a plus de 1 sur n, qui est simplement le maximum, oui, le maximum, disons, de xi moins yi pour tous les i compris entre 1 et n. Bon, ça, tout ça sont les distances habituelles. Alors, une petite remarque là-dessus, c'est qu'évidemment, ce sont les distances sur Q puissance n. Quand je vais m'intéresser aux fonctions symétriques, eh bien, lorsque j'ai une fonction symétrique, vous, bien entendu, les points que l'on obtient en permutant les variables sont les mêmes du point de vue de la fonction. Donc, ce que vous faites, c'est que vous identifiez tous les points à une permutation près. C'est un Qn, de manière un peu abstraite, divisé par Sn, qui est le groupe des permutations. Donc vous avez des classes d'équivalence modulo toute une permutation. Les points sont les mêmes. L'équivalence, c'est un mot, c'est un gros mot. Les distances que l'on peut à ce moment-là déduire très simplement de ceci sont exactement les mêmes, à ceci près que, évidemment, quand vous calculez des distances, vous avez intérêt à écrire les variables dans l'ordre qui vous rend la distance la plus faible possible, de façon à ce que si simplement les points x et y sont obtenus l'un à partir de l'autre par simple permutation des variables, vous pouvez dire que la distance est nulle. Dire que la distance est nulle, c'est bien dire que vous devez minimiser sur toutes les permutations possibles. Donc vous prenez la même définition que précédemment, et partout vous rajoutez, avant les sommes, ou avant le max, vous rajoutez l'infimum sur une permutation. Donc c'est 1 sur sigma appartient à Sn, donc de 1 sur n, somme de xi moins yi à la puissance p, i variant de 1 à n, p variant entre 1 et l'infini, avec la convention que pour p égale l'infini, c'est le max. Et ce n'est pas yi, c'est y de sigma de i. Remarque triviale, vous obtenez ainsi une distance sur l'espace dans lequel on a identifié tous les points ne différant les uns des autres que par permutation des blocs de coordonnées, puisqu'en fait le x c'est un bloc de coordonnées, c'est dans RD. Si vous prenez d égale 1, c'est la ième coordonnée. Bon, ben ça c'est une distance, là aussi vous avez une croissance naturelle. Alors cette distance, c'est en fait la trace sur Qn puissance Sn d'une certaine distance que je vais noter de manière un peu barbare dmk indice P de grand X, grand Y, où grand X, les conventions de notation dont je me sers ici, c'est grand X, c'est un point de Q puissance n, qui est composé de x1 et xn, qui sont des points dans Q, dans mon espace métrique initial. Bien entendu, hein, tout ce que je vous dis là, vous remplacez xi moins yi, la norme euclidienne, par la distance de xi et yi, si vous êtes dans un espace métrique abstrait. Bien. Alors, le P, ok, ça c'est l'indice de la distance. MK, à quoi cela fait référence? Cela fait référence, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, il y a quelques semaines, à Monge-Kantorowicz, parce que tout ceci a un rapport qu'on découvrira petit à petit, de manière beaucoup plus claire. Tout ceci a un rapport avec ces problèmes de transport de masse, qui était la motivation initiale de Monge, qui
en bon ingénieur mathématicien, étudier les problèmes de qu'est-ce qu'on fait quand on fait des trous et des fossés, qu'est-ce qu'on fait de la Terre quand on veut l'amener ailleurs, et combler d'autres trous. Alors comment on fait pour faire le minimum d'efforts en termes de transport? Ceci a été plus globalement étudié plus en détail mathématiquement beaucoup plus tard par Kantorovich, qui a également aussi établi des propriétés de ces distances, notamment une propriété spectaculaire de la distance P égale 1. Je dois signaler que Kantorovich s'intéressait surtout à P égale à 1, pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. Alors, rien ne se perd en recherche, tout se retrouve beaucoup plus tard. Un statisticien d'origine, Wasserstein, introduit ces distances dans un cadre de mesure, avec des définitions qui sont somme toute assez équivalentes. Des gens comme Félix Otto ont découvert que ces distances étaient très naturelles du point de vue des EDP, et je donnerai mon point de vue là-dessus. Il n'y a pas de mystère là-dessus par la suite. Et la communauté mathématique, malgré les protestations de Yann Brognier, ont baptisé ces distances de Wasserstein, ce qui est une absurdité du point de vue historique. Rien ne se perd, tout se retrouve. Il y a beaucoup d'autres distances que ces distances dites de Kantorovich, traditionnellement appelées Wasserstein, mais il est temps de corriger, comme me l'avait fait remarquer à la fin d'un exposé du Tartare, il est temps de corriger cet oubli historique. Voilà pour MK. Il y a enfin une dernière distance que je veux introduire qui est beaucoup moins évidente et que je trouve très amusante. Enfin, c'est une question de goût, ça. Hein. C'est une distance introduite par Lévy et Prokhorov, qui, sur Rn, correspond à prendre l'infimum sur les epsilon positifs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? L'infimum sur tous les epsilon positifs du nombre des i tels que xi moins yi est plus grand que epsilon. Je normalise toujours par n, parce que j'en aurai besoin par la suite. Et je veux que ce nombre soit plus petit que epsilon. Alors, elle est un peu tordue, mais elle est quand même très, très naturelle quand on veut justement dire un petit nombre de points, ça ne compte pas beaucoup. Un petit nombre de coordonnées, ça ne compte pas beaucoup. Ben oui, parce que là, on demande que la majorité des coordonnées, dire que la distance est petite, c'est dire que la majorité des coordonnées a un nombre faible devant n, sont proches l'une de l'autre. Okay? Alors, à n fixé, ça ne change rien, parce qu'il y a la granularité de n, c'est toujours une distance qui donne la convergence naturelle sur Rn, la topologie habituelle de Rn. Mais, uniformément, enfin, quand n tend vers l'infini, l'effet de l'une quelconque des coordonnées s'estompe progressivement. Oui, je disais à l'instant, ce sont des distances usuelles sur Rn. D'abord, je devrais peut-être dire pourquoi est-ce une distance. Pas si évident que ça. Ça se sent à peu près. Parce que si vous dites que xi moins zi, et puis vous mettez là-dedans, et je vais écrire xi moins yi pour qu'on voit mieux les choses, plus yi moins zi, est plus grand que la distance de Lévy-Prokhorov de x à y, plus la distance de Lévy-Prokhorov de y à z. Vous mettez éventuellement des petits epsilon. J'oublie les epsilon. Bon, mais si vous comptez le nombre de i tel que vous avez ceci,
Bien, ce nombre de i, comme il y a obligatoirement un de ces deux trucs-là qui doit être plus grand que dlp de xy, ou bien vous devez avoir que xi moins yi est plus grand que dlp de xy, ou bien que yi moins zi est plus grand que dlp de yz. Donc ça entraîne nécessairement que xi moins yi est plus grand que dlp de xy, c'est l'inégalité triangulaire, hein, ou xi moins yi est plus grand que dlp de yz. Bon, ben, vous remplacez le ou en termes de comptage des i en disant par la somme des nombres en xy ou en, d'ailleurs c'est yi moins zi, ou en z, et vous avez l'inégalité triangulaire qui vous permet de vérifier que c'est une distance. Voilà, bon. Après, il faut mettre des epsilon, faire toutes les inégalités dans tous les sens, mais c'est complètement élémentaire. Donc c'est bien, on est rassuré, c'est bien une distance. Bon. Ce n'est pas des convergences, toutes les distances qui sont au-dessus, c'est évidemment des distances usuelles. Ça aussi, c'est toujours une distance usuelle sur Rn, au sens qui donne bien les bons ouverts. Et le plus simple, c'est de montrer des inégalités comparant métriquement ces distances sans pourtant dire qu'elles sont équivalentes. Dire qu'elles sont équivalentes métriquement pour les distances, elles sont équivalentes topologiquement, elles ne sont pas équivalentes métriquement dans le sens où celles-ci sont équivalentes métriquement à n fixé, c'est d'ailleurs pas indépendant de n. Mais les équivalences entre ça et par exemple celle-ci, puisqu'après tous les autres s'en déduisent, comme vous allez le voir dans un instant, n'est pas une équivalence métrique. Alors, quelques inégalités. Donc, j'ai par c'est dlp de xy. Quelques inégalités élémentaires. Alors, en ce qui concerne, lorsqu'on est toujours dans le cas symétrique, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous minimisez ces lymphes des epsilon positifs, tels qu'il existe une permutation, ce qui correspond à prendre une minimisation, il existe une permutation sigma dans Sn, tel que le nombre de i, tel que xi moins y de sigma de i, plus grand que epsilon, divisé par n, est plus petit que epsilon. Bon, alors je vais regarder les distances sans me préoccuper des permutations, parce qu'évidemment, les permutations ne changent rien à l'affaire. Alors, je vais comparer la première distance MK1 de Monch-Kantorowicz et la distance de Lévy-Prokhorov. Alors, on va commencer par une première inégalité, D1 MK de XY. Donc, c'est des choses totalement élémentaires qui feraient des dizaines d'exercices de Topino. Alors, comment je vais majorer ça? Donc, grosso modo, pour le epsilon optimal, à savoir la distance, à quelques cas bizarroïdes près qui sont des cas où plusieurs des coordonnées donnent précisément la bonne valeur. Donc, c'est des problèmes d'inégalité stricte, d'inégalité large. Donc, modulo des cas un tout petit peu douteux, mais sur lesquels on ne va pas se faire de nœuds au cerveau. Ce que l'on va dire ici, c'est que, grosso modo, si je mets ici, pour ce epsilon, je mets la distance, le nombre de i tel que xi moins yi est plus grand que la distance de x à y, supérieur ou égal, disons, divisé par n, est inférieur ou égal à la distance. Donc, je découpe dans ma somme tous les xi moins yi qui sont plus petits que epsilon. À savoir, epsilon, c'est la distance. Donc, si je prends 1 sur n, la somme des i de xi moins y, et là, je mets tous les i tels que xi moins y est plus petit que d. Et puis, je prends ensuite 1 sur n, la somme sur i de xi moins y, je le fais avec p égale à 1, mais ça serait pareil avec un p quelconque, pour les xi moins y plus grand que d.
Là, chacun de ces bazars, des xi moins y, est plus petit que d, et j'en ai au plus n, donc ça se majore par d, lp. D, c'est dlp. OK, là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le nombre que j'ai est multiplié par xi moins y, donc je majore brutalement xi moins y par le diamètre. OK? Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le nombre de i divisé par n. Et ça, c'est plus petit que d. Donc pour p égale 1, là, on a un bout d'inégalité métrique, d'équivalence métrique. Vous voyez que si je faisais le même argument avec dp, eh bien, je récupérerai, donc là maintenant je vais beaucoup plus vite, je récupérerai d à la puissance, c'est dlp à la puissance p, plus le diamètre de q à la puissance p, fois dlp, le tout à la puissance 1 sur p. Et ça, ce n'est pas une inégalité d'équivalence métrique. Il y a des puissances p, des homogénéités qui sont un peu différentes. Il n'y a que pour p égale 1 qu'elles sont métriquement équivalentes. Bon. Et l'autre bout de l'inégalité est encore plus simple. Une fois que j'aurai observé les dp sont croissants, et une fois que j'aurai observé que dmk1 de xy, en fait, est supérieur ou égal à dlp de xy. C'est presque p égale à 0, la définition lp. Bon, pas tout à fait évident, ça. Grosso modo, de quoi ça vient, ça? Ça vient que le nombre des xi moins yi qui est supérieur ou égal à d divisé par n, il est en fait égal à d, la plupart du temps. Parce que c'est le plus petit epsilon tel que ceci marche. Alors essayons d'un peu mieux comprendre comment elles sont fichues, ces distances, parce que je dois dire, vous devez être comme moi, et moi j'ai encore un avantage sur vous, j'imagine la plupart d'entre vous, c'est que je les ai quand même manipulés un petit peu. Mais j'ai toujours un peu de mal à, ne serait-ce que si je prends 2 paquets de points, à la calculer, cette distance. Alors, la première remarque que je veux faire, c'est que, bien entendu, comme c'est une distance et que on se convainc assez aisément que si xn tend vers x, d de xxn tend vers 0, c'est une fonction continue. Si c'est une fonction continue, quand je veux démontrer des inégalités, je peux omettre un certain nombre de situations qui sont non denses, qui sont en fait dont le complémentaire est dense. Ce que je veux dire par là, c'est que pour montrer une inégalité comme ceci, il me suffit de regarder la situation, et par symétrie, je peux ordonner mes coordonnées comme ceci, dans lequel les coordonnées, les différences des coordonnées sont strictement décroissantes. Bien. Bon, alors c'est dans les cas d'égalité que cette distance est un peu pénible, parce que c'est qu'il y en a combien qui sautent d'un coup, etc. Donc ça dépend de n. Bon. Alors, il est facile de voir que la distance LP va être a priori correspondre à un certain xk moins yk. Vous allez mettre d là, parce que de le mettre entre deux, le nombre ne va pas changer. Si vous le mettez entre deux, vous avez un peu de marge et vous pouvez un peu le descendre. Puisque vous regardez le nombre des xi moins yi plus grand que epsilon. Si vous le mettez entre deux, vous pouvez le descendre un peu le epsilon, le nombre ne bouge pas, et puis vous avez descendu un peu le epsilon. Donc il est clair que ça tombe sur une des coordonnées. Bon, et puis vous voyez comment le k est choisi, parce que le nombre là-dedans c'est k, et donc il faut que k sur n soit plus petit que, par passage à la limite, soit inférieur ou égal
AD. Bon, vous avez une fonction décroissante de k et une fonction croissante de k. Vous savez que ça va se couper et vous allez trouver le cas comme ça. Vous voyez que ce n'est pas facile à le trouver, hein, cette distance. Bon, et même maintenant, si vous traduisez ceci, ben vous voyez que chacun des xi moins yi, donc c'est sur n, oui, x moins yk. Oui. Alors, si vous regardez chacun des xi moins yi, vous voyez que tous les xi moins y, le nombre de i, c'est effectivement k sur n. Et vous voyez que tous les xi moins yi avant sont plus grands. Donc voilà comment vous démontrez facilement cette inégalité. Bon, alors ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement la distance 1 et la distance de Leville-Prokhorov sont essentiellement métriquement équivalentes. Bon. Mais fondamentalement, je n'ai pas besoin de ces comparaisons. Ce dont j'ai besoin, c'est de se souvenir que ce sont des distances qui ne sont pas, qui correspondent à la convergence usuelle. Bon, alors donc voilà, ça je peux l'effacer, j'en avais plus besoin, c'est une petite remarque. Alors avant de quitter Rn, je vous rappelle où on va. Où on va, c'est de dire que si je prends une fonction de n variables, c'est fondamentalement dépendant, symétrique, c'est fondamentalement une fonction de mesure. Donc voilà où on va. Donc il va falloir à un moment donné que j'introduise les mesures. Alors, les mesures de probabilité. Donc je note P de Q, l'espace des mesures de proba sur Q. Bien. L'espace P de Q, la bonne convergence, la seule un peu raisonnable et souple et pratique, la bonne convergence qu'on ait sur les mesures de proba, c'est la convergence faible ou étroite des mesures de proba. Faible ou étroite ici n'a aucune différence puisqu'on est sur un espace compact, on ne peut pas perdre de masse. Donc convergence faible des mesures. Alors la convergence faible des mesures, espace métrique compact, il y a un moment donné où il faut parler de... Bon, bref, non, il n'y a rien à dire. J'allais dire séparable, un espace métrique compact est toujours séparable, tout à coup je m'en suis souvenu. Bon, la convergence faible sur l'espace des mesures est maîtrisable. Au sens métrique, pas maîtrisable au sens où on arrive à la manipuler. Elle est maîtrisable tout simplement par analyse fonctionnelle. Alors plutôt qu'on de faire l'analyse fonctionnelle, on peut aussi écrire des livres sur toutes les métriques possibles et imaginables. Alors il y a des livres russes qui font avec 300 ou 400 pages de métriques induisant la convergence faible. De toutes ces métriques, il y a l'analogue des métriques qui sont ici, et c'est là où je voudrais effectivement passer un tout petit peu de temps, qui donne la convergence faible. Donc c'est un espace métrique compact, à nouveau, donc on peut s'amuser à réitérer d'ailleurs. C'est un espace métrique compact pour des métriques qui correspondent à la convergence faible, et en voici quelques-unes. Elles ne sont pas métriquement équivalentes. Donc en termes de l'espace de la convergence, c'est la même chose, mais si on va travailler avec des fonctions, dire qu'une fonction est Lipschitz, on essaiera même de parler de fonction C1, de fonction C infini sur l'espace des mesures, travailler avec l'une ou l'autre distance, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut se souvenir de ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, on prend toutes ces distances et on les plonge par, en fait, ce qui permettra justement de comprendre ce que sont réellement les fonctions continues de n variables. Eh bien, on fait des constructions tout à fait analogues sur l'espace des mesures. Donc, je vais prendre, en résumé, dLp indicé par petit p. Je vais maintenant prendre deux mesures de proba M1 et M2. Et je vais dire que ceci est l'infimum sur, je vais prendre la formulation probabiliste, l'infimum sur l'espérance de la valeur absolue de la norme. En fait, là, c'est quoi? Quelle norme? C'est la distance que l'on met sur Q. Grand X et grand Y vont être des variables aléatoires à valeur dans Q. Donc, la norme euclidienne, si on est dans RD, de x moins y à la puissance p, on prend cette espérance, évidemment, on met le tout à la bonne puissance 1 sur p, et on minimise sur tous les couples xy, les copules en français, les copulas en anglais, tous les couplages, c'est-à-dire tous les lois jointes possibles, telles que les marginales de ces lois jointes pour x et pour y, soient précisément M1 et M2. Ça veut dire sur tous les couples de variables aléatoires xy, telles que la loi de x soit M1 et la loi de y soit M2. Alors si vous préférez voir des intégrales plutôt que des espérances, si les lois vous font peur, dans ce cas, la seule chose que vous écrivez, c'est que vous êtes en train de minimiser l'intégrale de x moins y puissance p. Ici, vous mettez un f de xy. Normalement, c'est dx, dy, ce n'est pas nécessairement une densité, ça peut être des masses de Dirac, ça peut être des choses bizarroïdes. Et vous minimisez sur tout, entre guillemets, les f, le tout à la puissance 1 sur p, qui sont positifs ou nuls, et que l'intégrale de f dy, c'est m1 de x, et l'intégrale de f dx, c'est m2 de y. M1 et M2 étant des mesures de proba, quand f est bien une mesure de proba, la masse totale est 1. Bon. Alors, il y a au moins une ou deux autres formulations équivalentes de ces distances. On les retrouvera plus tard sur notre champ. Bon. Alors, dans le cas P égale à 2, c'était vraiment la distance que Wasserstein avait redécouverte. Dans le cas P égale 1, c'était vraiment la distance de Monch-Kantorowicz. De Kantorowicz pour être plus spécifique. Bien. C'est simplement la traduction, je dirais, analytique et sans proba de ce qui est là. La distance, pourquoi j'ai mis LP? Non, c'est MK. La distance LP sur l'espace des mesures, M1, M2, c'est la même chose que ce qui est ici, c'est l'inf de epsilon positif. Il existe un couplage, c'est-à-dire il existe un couple XY. Et vous voyez que si on était en dimension finie, le couplage, c'est lié à la symétrie. Le couplage, c'est simplement une permutation. C'est comment j'ai le droit de les arranger. Raisonnons avec des variables aléatoires. Donc, il existe un couple de variables aléatoires xy telles que la loi de x soit M1, la loi de y soit M2, telle que la probabilité que x moins y soit plus grande que epsilon et plus petit que epsilon. Voilà la définition de la distance. Donc les faits classiques, c'est que si P est strictement plus petit que l'infini,
toutes ces distances, les dmkp et dlp, donnent la convergence faible, ou même induisent la convergence faible. En d'autres termes, la distance tend vers 0, ça veut dire convergence faible, ça veut dire la distance tend vers 0. Alors, le fait que ce soit des distances n'est pas est à peu près aussi compliqué que de vérifier que les trucs là-bas sont des distances, modulo un tout petit peu de proba. Le fait que ça soit équivalent à la convergence faible, bon, c'est pas trop compliqué. Si ça tend vers 0, comme il y a la compacité pour la convergence faible, c'est pas très, et qu'on a en tout cas si je prends ceci, on a des choses qui passent par l'IMINF faiblement vers 0 facilement, on voit facilement que nécessairement, à la limite, on doit avoir x égale y. C'est-à-dire il faut étudier le cas où la distance annule. Et si x égale y, m1 est égal à m2. Donc vérifier que si la distance tend vers 0, il y a convergence faible est une trivialité. Vérifier que si à convergence faible, la distance tend vers 0 est peut-être un peu moins trivial. Alors, je vais vous donner un élément de démonstration, c'est quand même pas l'objet de mon cours. Je vais vous donner un élément de démonstration de convergence faible entraîne la distance tend vers 0, parce que cet élément de démonstration, je m'en servirai. Je vais vous faire, c'est pas une vraie démonstration, c'est une astuce. Donc, je suis dans la situation où j'ai Mn qui converge faiblement vers M. Tout ça sont des mesures de proba. Et je voudrais comprendre pourquoi la distance MKP, disons, tend vers 0. Ce que je prétends, c'est que on peut jouer un petit jeu qui consiste à dire, bien entendu, si je regarde Mn convolé, régularisé, ceux-ci convergent, mais maintenant dans tous les espaces que vous voulez, très très fortement. Ensuite, je vais me contenter d'observer que la distance de MK à Mn convolé avec ρ delta est quelque chose qu'on peut majorer très facilement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, la convergence est une convergence, c'est infini. Alors, qu'est-ce que c'est ρ delta? Ρ delta, vous pouvez penser que c'est, sauf peut-être pour la norme P égale l'infini, mais je ne veux pas tout à fait gérer celle-là, que ρ delta, c'est a priori sur delta puissance n, ρ de point sur delta, c'est un noyau régularisant. Le ρ étant positif ou nul, ça c'est très important, l'intégrale de ρ est égale à 1. C'est une gaussienne, par exemple. Et si j'en ai en V, donc ça peut être soit une gaussienne, c'est-à-dire e puissance moins z2 sur moins z2 sur 2 divisé par 2pi à la puissance d sur 2, ou ça peut être simplement une fonction cloche, comme on les aime bien, qui est supportée dans la boule de rayon 1. Alors la raison pour laquelle cette distance est relativement facile à évaluer, c'est que vous devez vous souvenir que si je convole deux lois de proba, parce que ρ delta c'est une loi de proba, et que ce changement d'échelle correspond probabilistiquement, si ρ a comme loi est la loi d'un certain y, ρ delta c'est la loi de delta y. Effectivement, quand delta tend vers 0, ça tend vers un variable aléatoire qui est déterministe, qui est 0, dont la loi est la masse de Dirac. De sorte que si je prends maintenant, je vais mettre un f ici, parce que c'est un mn ou c'est un m, peu importe. Si je prends ceci,
et que je me souviens que la convolution, c'est la loi de la somme de deux variables correspond à la loi de la somme de deux variables indépendantes, je vois que dmk de f, f étoile rho delta, je peux a priori le minimiser en prenant le couplage où x et y sont indépendants. Et donc c'est a priori majoré par l'espérance de x moins x plus delta y, puissance p, à la puissance 1 sur p, où y et x sont indépendants. Et donc ça vous fait delta e de y p à la puissance 1 sur p. Donc si vous prenez la gaussienne, bah, c'est un nombre. Si vous prenez un ρ, c'est un moment de ρ, hein, c'est l'intégrale de yp ρ à la puissance 1 sur p. Et même si vous prenez p égale l'infini, auquel cas la distance, c'est le subessentiel de l'écart des variables aléatoires, et que vous prenez quelque chose qui est supporté par 1, ça devient le subessentiel de y qui est majoré par 1, et donc c'est toujours vrai. Donc ça, c'est même vrai pour p égale l'infini. Donc là, le résultat des courses, c'est que à une distance qui est aussi petite que je veux, je peux remplacer la convergence faible par une convergence ultra forte. Bon, si maintenant on a des convergences C infini avec des mesures qui sont strictement positives, c'est pas difficile de se convaincre qu'effectivement la distance tend vers 0, parce que si on n'y arrive pas, ça reste, c'est très très logique. Je veux dire, si la loi se rapproche, ben on peut prendre x qui est très proche de y. En fait, on peut prendre x comme une fonction de y, et la fonction tend uniformément vers 1. Donc après, ça devient de l'analyse standard. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de la convergence faible. Alors, ce n'est vraiment pas la démonstration standard. La raison pour laquelle je fais cette observation, c'est qu'on voit que ceci marche même pour p égale l'infini. Alors pour p égale l'infini, ce que ça marche, ça veut dire qu'il suffit d'étudier des convergences C infinies. Alors, résumons un tout petit peu. Voilà pourquoi, effectivement, ces métriques correspondent à la convergence faible. Quid, donc je vais faire maintenant un zoom sur le cas p égale l'infini. Alors pourquoi j'insiste sur le cas p égale l'infini, qui est quand même une distance un peu tordue du point de vue des distances de Wasserstein, c'est-à-dire de Monch-Kantorowicz, puisque ça correspond à prendre le subessentiel de x moins y. Alors, ce qui est bien connu dans la littérature, c'est que si les Mn et M sont minerais, alors, et que Mn converge faiblement vers M, alors on sait que, et en fait on a des majorations beaucoup plus précises, que la distance L infini MK, la distance infinie MK de Mn M tend vers 0. Bon, ça c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de trous dans les supports. Réfléchissez 30 secondes. On est en train de prendre le sup essentiel de x moins y. Ben déjà, je vais prendre le sup essentiel sur la loi de Proba. Il est clair que si x et y chargent dans des supports qui ne se rapprochent pas l'un de l'autre, ben vous allez payer tout de suite un écart qui ne disparaîtra jamais. Plus simple, si vous prenez 1 moins 1 sur n delta 0 plus 1 sur n delta a, avec a différent de 0, ça converge clairement faiblement vers delta 0. Et pourtant, la distance infinie de mk à delta 0, on se convainc aisément que c'est A. Parce que quel que soit le mode de réalisation des variables aléatoires, en plus avec des masses de Dirac, c'est pas trop compliqué, eh ben on trouvera toujours avec une probabilité petite, mais non nulle,
à savoir 1 sur n, on trouvera toujours des possibilités où le x vaut a et le y vaut 0. Bon, donc dès qu'on a des trous dans les supports, dès que ça se passe mal sur les supports, il y a un problème. Bon, alors je voudrais, parce que ça je m'en servirai dans un instant, un peu plus tard, hein, là je fais vraiment un zoom sur cette question-là, je voudrais signaler qu'en fait il y a une extension de ceci, qui consiste à dire le Mn strictement positif, je m'en fous, le M supérieur à nu, ben, je peux faire mieux que ça, et en fait, à partir du résultat précédent, il suffit de vérifier que si delta est positif, quel que soit delta positif, M étoile rho delta est strictement positif. C'est une fonction continue, et c'est strictement positif. C'est-à-dire que je peux avoir, imaginez que vous ayez une fonction, si elle s'annule rien que sur des ensembles de mesures nulles, ben, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois que j'ai moyenné avec rho delta, je récupère un peu de strictement positif à côté. Et donc là, je récupère bien la convergence faible. Démonstration, ben, je vous l'ai déjà indiqué, parce que je sais que je peux passer, quitte avec une distance d'ordre delta, je peux passer au convolé. Je passe au convolé, j'utilise le résultat précédent, et je sais que ça tend vers 0. Bon. Et puis ensuite, si je ne veux pas que ça soit strictement positif partout, je mets sur un ensemble K, qui est un compact, et je dis que le support de M est égal à K, donc sur le support de M. Et je réclame maintenant que la distance des supports de Mn au support de M tende vers 0. J'ai à peu près ce que je sais de plus général sur la convergence faible et cette distance infinie. Alors, pourquoi je vous embête avec ces histoires de distance infinie et je rentre autant, alors ça je le mets entre parenthèses en rouge, je me contenterai de regarder le cas de densité positive. Vous voyez d'ailleurs que ce théorème, il vous dit que la seule manière d'approcher une masse de Dirac avec la distance infinie, c'est effectivement ne travailler qu'autour de 0. Hein. Et si vous prenez une masse de Dirac, ben vous n'avez pas le droit d'en prendre une ailleurs, si ce n'est des points qui tendent vers 0. Ça veut dire que tous les points doivent tendre vers 0. Bon, donc, je n'en dis pas plus. Voilà ce que l'on peut dire sur ces métriques sur les espaces de proba, sur l'espace de proba et leur lien avec la convergence faible. Il y a d'excellents bouquins sur tout ça, c'est vraiment pas des choses nouvelles, ça existe depuis longtemps. Ah, si j'ai quand même rajouté un truc. C'est un très joli résultat, et c'est une question que l'on peut se poser. Parce que c'est un jeu qui est quand même un tout petit peu tordu. Et c'est vrai que c'est ce qui a créé toute la magie de ces distances dites de Wasserstein. C'est qu'on a un espace de proba qui est a priori plongé dans un espace naturel du point de vue fonctionnel, qui est l'espace des mesures bornées. Bon, l'espace des mesures bornées, c'est un truc, c'est une sorte de complété de L1 pour la bonne dualité. C'est un bon espace de Banach. On a l'habitude de le manipuler et de le voir comme un espace linéaire, c'est-à-dire de lui mettre des normes. Donc, P de Q, il est quand même plongé dans des espaces fonctionnels, en particulier M de Q. Mais c'est une partie très particulière des mesures, à cause des propriétés de convergence faible, qui font que si je prends toutes les normes négatives de Sobolev sur M de Q, et que je me restreins à P de Q, toutes ces normes induisent des distances qui donnent la convergence faible des mesures. Ben, pourquoi? C'est parce que la convergence faible des mesures, c'est la convergence au sein des distributions.
Donc on a toute cette distance bizarroïde, et puis d'un côté, on a toutes les normes négatives de tous les espaces de Sobolev qui sont plus gros que l'espace des mesures. Est-ce qu'il y a des rapports entre les deux? En d'autres termes, est-ce que parmi ces distances, il y en a qui correspondent à une norme sur un espace plus gros que M, restreinte à l'ensemble des mesures? Et la réponse est oui, ça c'est un résultat de Kantorowicz sur Rubinstein, et c'est vrai pour P égale à 1. Je vous proposerai d'ailleurs une démonstration EDP de ça qui tient en 3 lignes. Sinon, c'est pénible à démontrer. C'est pénible. Enfin, j'imagine que c'est pénible parce que je ne suis pas allé voir la démonstration originale, parce que j'ai vu qu'il y avait une démonstration simple en servant d'autres choses. Donc ça, c'est ma paresse naturelle. Donc, c'est que la distance de MK1 de M1 à M2, bah, c'est la norme W-1,1. Alors, c'est quoi la norme W-1,1? Bah, on peut l'écrire comme ceci. C'est le sup de l'intégrale de phi fois M1 moins M2, ou dM1 moins M2, pour tous les phi, tels que la norme L infini du gradient est plus petite que 1. Ça, je l'admets, enfin, je ne l'admets pas, on le verra plus tard. Et on peut démontrer, ça sera je vous le montrerai plus tard, ça, parce que j'aurai besoin à nouveau des EDP pour faire ça. Et on peut démontrer que c'est la seule. C'est-à-dire toutes les autres ne découlent pas de normes. Ça, c'est une distance c'est une question que m'avait posée Luc Tartare, et en fait, on peut résoudre cette question sans trop de difficultés. C'est que toutes ces autres distances, ben, il n'y a pas de normes négatives qui correspondent à ça. Ce sont des vraies distances au sens qu'il n'y a pas d'isotropie là-dedans. Parce qu'en effet, dire que ça découle d'une norme, c'est une sorte d'invariance par translation. C'est qu'au voisinage d'une mesure, les propriétés locales de l'espace sont mesurées de la même manière, quel que soit le point. C'est pour ça que je parle d'isotropie. En revanche, toutes les autres ne sont pas isotropes. C'est-à-dire que la manière dont on mesure les choses, ben, ça dépend des propriétés des mesures. Ça ne voit pas qu'un espace linéaire. Donc, grosso modo, c'est la distance 1, ça correspond à travailler dans W-1,1 restreint à l'ensemble, au cône convexe des mesures de probabilité. Toutes les autres, c'est vraiment travailler sur P comme si c'était un nouvel espace métrique un peu tordu. Il est plus plat. Bon. On se familiarisera petit à petit là-dessus. Alors, s'il est plus plat, ça veut dire qu'il faut faire attention au calcul différentiel. Hein. On va y revenir tranquillement. C'est pour ça que je prends mon temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Bon, ça je ne l'ai pas démontré. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Alors, juste du point de vue culturel, tout d'abord, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur ces distances, sur l'espace P de Q muni de ces distances, quelles sont ses propriétés métriques, etc., il y a un énorme pavé de Cédric Villani, hein, il doit faire à peu près 500 pages. C'est un cours qu'il avait fait à Saint-Flour, à l'école de Proba, et qui est entièrement, qui doit s'appeler, je ne sais pas, espace de Wasserstein, un truc comme ça. Alors, ce que l'on appelle dans la littérature espace de Wasserstein, et que l'on note parfois P2 de Q, c'est P de Q muni des deux MK. Alors, donc,
donc là, enfin, il y a beaucoup de monde qui regarde ça, mais c'est souvent appelé espace de Wasserstein. Bon, alors je n'ai pas joué à zéro sur les histoires de Wasserstein ou pas Wasserstein, donc je ne vais pas appeler ça espace de Mons-Kantorowicz, il ne faut pas charrier. Pour moi, c'est des mesures de proba. Bon, ok. Donc je noterai simplement P2 pour dire que l'on a mis, quelle distance on a mis dessus. Donc j'accepte la notation, le nom, il ne faut pas charrier, c'est l'espace des mesures de proba. On va l'appeler Kolmogorov. Hein. Bien. Alors pourquoi D2MK joue-t-il un rôle un peu particulier? C'est probablement parce que c'est la plus simple à manipuler, c'est la plus hilbertienne, c'est la plus quadratique. Ça correspond, et on le verra après, ça correspond ici à mettre un x moins y carré. Et comme E de x2, regardez quand même bien le E de x moins y carré, la belle affaire, c'est E de x2 plus E de y2 moins 2E de xy. J'oublie la racine carrée dehors. E de x2, c'est fixe, c'est l'intégrale de x2 dm1. E de y2, c'est fixe, c'est l'intégrale de y2 dm2. Et donc, minimiser le E de x moins y au carré, ça correspond à maximiser le E de xy. Donc, maximiser la corrélation entre x et y. On veut qu'elles dépendent l'une de l'autre le plus possible. Donc, vous voyez bien, là, et la corrélation en ce sens-là, c'est une notion linéaire, c'est une notion de L2. On travaille dans L2, des fonctions, des variables aléatoires dans L2. Donc, c'est effectivement le P égale à 2 et le plus simple parce que le plus hilbertien. Et ça correspond d'ailleurs, en tout cas formellement, et on verra que ce n'est pas uniquement formel, à prendre la norme euclidienne sur Rn. Et effectivement, pour un certain nombre d'équations dérivées partielles, cette distance apparaît naturellement. Enfin, les autres aussi apparaissent naturellement, mais peut-être pas pour les mêmes équations. Ça, c'est encore une autre histoire.